sur le plateau de Regard Croisé depuis quelques instants. Nous parlons bien sûr de coronavirus en Afrique. Et sur le plateau, Credo Tété, il est le patron du journal Le Médium. Sur le même plateau, Ambroise Kondjo, patron du journal également de Guardian. J'étais avec vous, Credo. On parlait bien sûr des mesures que les autorités sont en train de prendre pour quand même bloquer ou bien, enfin, ne pas laisser le pays atterrir au Togo. Oui, je disais tantôt qu'il faudrait renforcer les mesures de surveillance du côté de nos frontières, mais également il faudrait passer à une phase de sensibilisation accrue. Que faut-il faire? Quelle attitude adopter en tant que citoyen pour réduire les risques de contamination à ce virus? Donc il va falloir que du côté du gouvernement, qu'on puisse associer les médias à cette sensibilisation. Il ne revient pas seulement, ou bien il ne s'agit pas seulement d'animer des points de presse, mais il faut donner de la matière et impliquer les médias, les acteurs des médias dans cette sensibilisation. Parce que, certes, si nos autorités parlent et que les médias eux-mêmes ne maîtrisent pas le sujet, ne portent pas leur voix, ça ne peut pas atteindre un grand nombre de cibles. Donc nous devons encourager nos autorités à aller toujours dans le bon sens. Ambroise, on va... surtout que au départ, quand l'annonce a été faite comme quoi il y a eu un cas qui a été détecté, les réseaux sociaux se sont enflammés avec des contre-vérités sur les audios. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les faits sont réels, surtout au niveau des pays frontaliers. Pour le moment, ce n'est pas encore totalement avéré du côté de mon pays. Mais ce qui doit inquiéter les Togolais, c'est vrai que elles, autres, les autorités, je veux parler, ne font pas pour paniquer les gens. Mais à un moment donné, il faudrait bien gongonner, pour que les gens sachent que c'est une réalité qui arrive dans le pays. Moi, j'ai foi en notre soleil, qui est très piquant. Non, c'est pas question de... Oui, c'est une question de température aussi. Ce virus ne peut même pas faire 2 secondes sur le soleil. Sauf que nous rentrons bientôt dans une autre période, dans la période des pluies. Oui, c'est là où j'ai peur. Puisque en France même, on le dit, qu'ils veulent rapidement qu'ils entrent en été. Quand ils rentrent en été, ça veut dire que le soleil va apparaître. C'est là où le virus aura des problèmes. Mais en attendant, prenons le taureau par les cornes. Prenons le taureau par les cornes en faisant plus de sensibilisation, en mettant les garde-fous, surtout au niveau... Moi, je vais juste donner l'exemple de la frontière vers là où je suis. Il y a des frontières qui sont poreuses. Même à Casablanca, même, les frontières sont poreuses. À Kodiakopé, il y a la porosité des frontières. Comment faire pour surveiller l'entrée des gens? Je vois des militaires partout là-bas. Il faudrait que la surveillance soit accrue. Que les gens ne pensent pas que c'est pour d'autres fins que cette surveillance a été accrue, mais qui est aussi... La dernière fois, j'étais au centre de santé de Ségbé, où tout le monde rentrait et venait. C'est-à-dire que j'ai même peur. Puisqu'il y a certains de nous, en rentrant dans un hôpital, l'odeur même, ça pose un problème pour beaucoup. Les gens n'arrivent même pas à accéder. Maintenant, tout le monde rentre. J'ai demandé à l'infirmier, il n'y a pas de mesure qui soit prise ici à Ségbé, avec au moins une centaine de personnes qui se retrouvent là. L'hôpital est petit, ou bien le CMS est petit, mais il y a tellement de monde là-bas pour Clémé, pour des gens qui viennent d'Akato, pour des gens qui viennent de Ségbé, pour des gens qui viennent même des fois de Zanguera et de Sagbato. Là, l'hôpital et le centre de santé est trop petit. Maintenant, est-ce qu'il y a une mesure de quarantaine ou de prise de température? La dame me dit, pour le moment, non. Mais chacun vient ici rentrer, surtout à cette période où il y a un cas qui est venu à Paris, au Ghana, et qu'un de mes frères me disait qu'il vient de Djodjela. J'ai commencé par prendre mes distances. Donc, c'est vous dire qu'en réalité, le problème va se poser au niveau de la sécurisation de nos frontières, de la mise en quarantaine de ceux-là qui rentrent des pays hautement touchés, comme l'Italie. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est une malédiction. Hein. Vous savez que vous êtes déjà atteint. Maintenant, ils veulent quitter ce pays-là pour aller dans d'autres pays qui ne sont pas atteints. C'est pas bien. C'est pas bien. Et donc, moi, j'encourage d'abord les pays qui sont hautement atteints. Et l'Italie fait pitié. Parce qu'ils n'ont pas pris les choses au sérieux au départ. Tout comme la Chine même, qui avait mis en doute les révélations de certains médecins au départ, qui ont même juré les enfermer quelque part. Et voilà que là où nous en sommes. Si la Chine avait pris au sérieux les alertes données par ces médecins-là et qu'ils avaient cherché à contingenter le mal, à circonscrire le mal dans sa zone, je ne crois pas que ce mal atteindrait d'autres continents. Je plains l'Italie et l'Iran. L'Iran est déjà en guerre avec d'autres pays, en guerre même si c'est psychologique. L'Iran est en difficulté au niveau de l'économie. Et maintenant, l'Iran va affronter
les défis. Donc au Togo, ce qui est important, c'est de surveiller les frontières avec une certaine rigueur. Mais il faut et que les élèves dans les établissements, également dans les centres. Oui, ça aussi on le fait. La dernière fois, j'ai amené ma fille dans l'école. Tout le monde s'amusait, il court partout. Ça aussi, ça m'est venu à l'idée que quelles mesures les établissements prennent pour pouvoir éviter les entrées et sorties. Je voyais une image la dernière fois dans une paroisse catholique où les gens sont assis à 1 mètre l'un de l'autre. Je l'ai vu, j'ai dit, tiens. Et quand moi, mon pasteur me dit d'aller vous embrasser, de saluer comme on le fait d'habitude, de faire des accolades, ça aussi j'ai mis des bémols. Parce que eux, c'est pas parce qu'eux ils ne croient pas à la chose, mais pour le moment ils sont dans l'ancienne tradition. C'est parce que la sensibilisation n'est pas encore arrivée à un niveau où les gens pour que les gens ne soient pas paniqués, mais que les gens soient mis au parfum qu'il y a le mal qui est là, qu'il faut se méfier du mal là et prendre des mesures idoines pour pouvoir l'éviter à tout prix. Merci Ambroise. On va devoir passer au sujet suivant. Le Niger, au moins un mort à Niamey, excusez-moi, dans une manifestation contre la corruption. Et quand on parle bien sûr de cette corruption, depuis plus d'une semaine, il y a cette affaire des sous qui ont été volatilisés en matière d'achat d'armes et autres matériels pour l'armée nigérienne, ce que la population et quelques organisations de la société civile revendiquent à corps et à cri. Mais finalement, on a comme impression que le message n'est pas très bien passé et on a passé à la réprimande vraiment des manifestants. Non, est-ce que le message n'est pas passé? Je dirais le message est passé, mais est-ce que les Nigériens font confiance, disons, à leurs autorités et également à leurs organes de lutte contre la corruption? Parce que vous savez, nous l'avions dit justement sur ce plateau il y a 2 semaines, lorsque le chef de l'État a pris ce courage de prendre des engagements publics pour dire qu'ils vont sévir. Et dans un premier temps, il y a un moratoire. On demande aux gens qui ont mis la main dans la cagnotte qui ne leur appartenait pas de rétablir la vérité des finances. Donc je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un échappatoire pour les autorités? Parce que pour obliger ces personnes-là, il faut taper du poing sur la table. Donc j'avais émis des doutes sur la sincérité même de cette lutte contre la corruption. Vous verrez que du moment où les manifestants sont dans la rue et réclament, disons, cette réelle lutte contre la corruption, ça dégénère en mort d'homme, ça devient très inquiétant. Parce qu'on se dit, lorsqu'on est gouvernant, c'est qu'on sert les populations. Et les populations demandent à ce que cette lutte soit beaucoup plus réelle et que ceux qui sont sujets à des corruptions, corrompus ou bien corrupteurs, puissent subir la rigueur de la loi. Et en leur appliquant la loi, en fait, ce n'est pas une méchanceté, mais c'est pour décourager d'autres éventualités. Pour décourager d'autres éventualités, Ambroise Konjo, vous suivez également l'actualité dans tout son ensemble en ce qui concerne l'achat de l'armement, d'autres choses concernant bien sûr l'armée au Niger, qui ont dénombre des milliards qui ont été emportés comme ça. Et on va justement les juger tout simplement à ce qu'ils remboursent et ça s'arrête là. Et la population trouve qu'en réalité, non, ça ne doit pas être comme ça. Oui, je crois que c'est la corruption. Hein. C'est ça on appelle la corruption à grande échelle. C'est-à-dire que, vous savez, quand on vous dit souvent que l'armée, c'est la grande muette, c'est la grande muette, mais il y a des choses qui se passent dans l'armée. Il y a des businessmen, il y a des filous, il y a tout dans l'armée. Et c'est ce qu'on est en train de voir au Niger. Le Togo n'est pas exempt. À une certaine période donnée, à une certaine période au temps des mois, il y avait eu des choses qui ont circulé. Moi, je ne veux pas donner des noms ici, qui ont circulé. On devait acheter les armes en Allemagne, mais on est allé acheter des armes en Chine à moindre coût. Bon, ça c'est dans leur milieu. Eux-mêmes, ils savent comment ça se passe. Chacun veut manger. Donc, eux, ils ont trop mangé au Niger. C'est parce qu'ils ont trop mangé que la chose s'est révélée. C'est-à-dire que chez nous, on dit... quand tu envoies un enfant pour aller acheter des biscuits, sache que lui aussi il doit se retrouver avec le sachet de Piota pour boire ça. Donc, mais quand tu vas, au lieu d'acheter le Piota, tu achètes aussi un autre biscuit, un sachet de biscuits, ça veut dire qu'il va égaler celui qui t'a envoyé. Là, tu as volé. Donc, c'est ce qui s'est produit au Niger et c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont fait le lit à la corruption et au dol, c'est-à-dire que, ce qui est impardonnable. Donc aujourd'hui,
le problème se pose au niveau des dirigeants, au niveau de l'autorité, les premières autorités, qui veulent disculper pratiquement ceux qui ont commis l'acte en dissociant les grands volets des petits et en choisissant ce qu'il faut disculper. Alors que le peuple et la société civile demandent à ce que tout le monde, on puisse faire une enquête claire pour situer les responsabilités et maintenant mettre au NIOF ceux qui doivent aller au NIOF et qu'ils remboursent les fonds. Maintenant, quand vous demandez à certains de rembourser les fonds et que de laisser les autres, ça veut dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Et là, ce n'est pas sérieux de la part d'une autorité. Ça veut dire que vous-même, vous êtes, peut-être eux-mêmes, elles-mêmes sont trempées jusqu'au cou. C'est ça, on ne nous dit pas. Seules les enquêtes peuvent le prouver. Seules les enquêtes peuvent le prouver. Comment cela peut être possible sans que le chef d'État n'ait aucune information? Non, ça... On dit souvent dans nos pays, le chef suprême des armées, chef, voilà. Et tout passe inaperçu à son niveau. Non, je crois que le chef suprême des armées... serait dans le rang du pouvoir. Non, mais je dirais que c'est au niveau de la Grande Muette. Et la Grande Muette a également, disons, sa chaîne de passation des marchés. Parce que avec les directives de l'UMOA pour passer des marchés, même lorsqu'il s'agit de la sécurité, qu'on met dans secret défense, donc ça obéit à un certain nombre de règles. Donc on ne peut pas dire que le chef de l'État nigérien devrait ou bien serait au courant de tout ce qui a été fait. C'est vrai. Donc on nous dit dans nos pays que nos chefs d'État sont les chefs suprêmes des armées, mais il y a les vrais acteurs de l'armée qui agissent à des degrés différents. Maintenant, on ne peut pas dire que le chef de l'État a fermé les yeux. Peut-être que c'est lorsqu'il a eu l'information et lorsqu'il a eu la confirmation ou bien la véracité des faits qu'il a enclenché, disons, cette lutte contre la corruption. Parce que la Grande Muette, il faut prendre la Grande Muette avec beaucoup de tact. Sinon, si vous allez vite en besogne, ça peut donner autre chose. Donc je crois que c'est ce que le président nigérien a fait. Il a voulu rassurer cette armée-là pour dire qu'en fait, lorsqu'on parle de corrompus dans l'armée, ce n'est pas toute l'armée nigérienne, mais c'est certains éléments. Donc c'est à ces éléments qu'il s'adresse en tant que premier magistrat du Niger pour leur dire de reverser ce qu'ils ont trop perçu, ou bien ce qu'ils ont en griffe volé, et non attendre à ce qu'ils soient, disons, dévoilés et subissent la rigueur de la loi. Mais d'un autre côté, il faut dire également que le président nigérien devrait avoir plus de courage en citant ses acteurs, parce qu'on ne peut pas dire que des gens ont passé des marchés et que des gens auraient volé de l'argent sans qu'on ait des indices de ce qu'ils réellement ont fait. Donc aujourd'hui, si la population, s'il y a des manifestants dans la rue, c'est que les manifestants ont vu à un certain moment que les mesures qui ont été prises par les autorités de leur pays ne les rassurent pas totalement et qu'il faudrait accentuer, disons, ce combat contre, disons, la lutte contre la corruption. Et je crois que ce pays n'est pas le seul, parce qu'il y a d'autres pays également qui font face à cette lutte. Maintenant, dans le feu de l'action, qu'est-ce que le président nigérien pourra faire? Mais c'est de taper du poing sur la table. Et lorsqu'il s'agit des hommes en tenue, il y a ce qu'on appelle la justice militaire. Donc il faudrait également qu'on puisse actionner les réseaux, les boutons, pour permettre à ce que la manifestation de la vérité dans ces affaires de corruption puisse faire jour dans ce pays, à Niamey, au Niger. Ambroise Ponjo, quand on sait que le Niger ne cesse d'être frappé tous les jours, que le bon Dieu fait, on enregistre des morts au jour le jour. A-t-on besoin de ça en ces moments? Oui, c'est vrai que quand tu vois la configuration sociologique même des Nigériens, c'est des gens qui ont une tendance... bon. Non, c'est la configuration. Ne me partez pas des intentions. Je vais même quitter cette voie-là pour mon analyse. Non, c'est le qualificatif qui est très intéressant en fait. Oui, une configuration sociologique, c'est pour vous dire que, en réalité, j'aurais aimé que le peuple te voulait sortir ces gens de peuple. C'est-à-dire comme les Indiens, quand ça chauffe, ils sont tous dans la rue. À moins que vous tuez leur leader avant qu'il ne retourne. C'est ça. C'est ça un peuple qui est debout.
Maintenant, sauf que chez nous au Togo, ce n'est pas ça. Le Togolais aussi en a fait. Mais on ne parle pas du Togo. Oui, le Niger, vous savez, le Coran a des enseignements. Et quand vous allez dans les pays arabes, vous allez dans quel pays les manifestations ou les contestations contre les régimes ont réussi? Vous allez au Niger, vous allez en Égypte, vous allez en Algérie tout récemment, au Soudan. C'est des pays musulmans. En dehors des pays musulmans, quels pays dont les populations ont été résistants face aux tyrans, face aux dictateurs? Il n'y a pas nombreux sur le continent. Donc c'est pour vous dire que cette nomenclature, cette configuration-là déjà accorde un crédit au peuple nigérien qui ne laisse pas faire. J'aimerais être dans ce peuple-là. Ce sont des gens de peuple. Vous avez changé de nationalité au Je ne peux jamais changer ma nationalité. Mais à cause de ça, je peux partager avec les Nigériens qui sont debout. Les Maliens sont debout. Même les Ivoiriens, à un moment donné. Parce qu'eux aussi, il y a un mélange de races, là, d'ethnies qui sont d'obédience musulmane et autres, là. Et ça marche. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut aussi comparer des peuples comme les Bété, la tribu de Gbagbo, qui sont aussi pratiquement comme ça. Chez nous aussi, il y a les Anoufos, des gens de Mango. Eux, quand tu convoques un comme ça, c'est toute la ville qui descend là-bas. Donc, c'est des gens que moi j'adule, parce qu'ils ne se laissent pas piétiner. Peut-être nous, des gens du Sud, il y en a aussi qui sont tenaces, mais il reste encore à faire au niveau de cette configuration sociologiquement parlant du peuple. Maintenant, au niveau du Niger, quand il y a un problème et que le dirigeant ne veut pas écouter, ça, c'est le peuple qui vous fait écouter ça. C'est-à-dire que vous êtes obligé. Même autant de Tandja, quand Tandja voudrait résister, voudrait brûler la Constitution, faire ce qu'il veut en matière de dictature, c'est eux qui l'ont envoyé. Et Manassara, il y avait eu certains problèmes là-bas. Le peuple est toujours debout. En matière sociale, quand il y avait eu des contestations pour augmentation du prix du pétrole et autres, les Nigériens sont toujours debout, ils sont dans la rue. Et personne n'a jamais, même, osé restreindre la liberté, comme on a fait ici chez nous au Togo. Donc, je crois que nous devons ressembler à ces peuples-là. Parce que, la preuve, ils ne le font pas tous les jours. Voilà. C'est quand ils sont mécontents d'une mesure qui va à l'encontre de la... On a enregistré des décès dans le rang de ça arrive partout. C'est-à-dire que les décès, on regrette les décès. A-t-on besoin vraiment de ça ensuite, quand on sait que le pays est frappé Comment la personne est morte par la djihadiste. Est-ce que vous avez eu l'écho de la manière dont la personne est morte? Ça, c'est la répression des forces de l'ordre qui arrivent, qui amène ça. Mais un peuple qui veut manifester pacifiquement, comme les Algériens l'ont décidé, ils le font depuis plusieurs mois. Je ne sais pas qui a eu des morts, mais il y a eu des arrestations. Pourtant, les gens n'ont rien cassé dans la rue. Mais quand un peuple veut manifester pacifiquement et que vous voulez utiliser la force, forcément, il doit y avoir des morts. On ne peut pas compter seulement les morts parmi les civils, et on en compte aussi parmi des blessés graves parmi les forces de l'ordre. Et ça, c'est la faute aux autorités politiques. Et à eux, il faut interdire ça. On n'empêche pas un peuple. Un peuple, c'est de l'eau. Quand vous empêchez l'eau de circuler, vous faites du travail inutile. L'eau, on ne l'empêche pas. Quand l'eau décide de passer par vous, elle va passer par vous. Donc, le peuple nigérien est à comparer à l'eau. Et moi, je les soutiens dans leur démarche à ce que la vérité soit dite dans cette affaire de détournement de fonds. Plus de 100 milliards de francs CFA, ce n'est pas du chocolat. C'est pas du chocolat, justement, Credo Tété. Est-ce que le peuple peut triompher face à ce qui a déjà commencé quand on voit ces 2 jours, comment ça évolue peu à peu? Non, mais moi, je voudrais prendre, disons, l'image qu'a donnée mon cher confrère Ambroise pour dire que l'eau, on ne peut pas le canaliser. Mais je dis, l'eau de ruissellement est bien organisée, donc c'est dirigé. Donc c'est dire que c'est vrai, lorsque le peuple réclame quelque chose, le peuple met tous les moyens. Et je crois que la manifestation de rue, c'est l'arme, disons, vitale pour les populations de se faire entendre. Mais lorsque on galvaude également, disons, les marches ou bien les bénéfices des marches à un certain moment, lorsque vous faites face à des politiques qui sont dans un système de gestion et de conservation du pouvoir, donc ils peuvent devenir aphones à un certain moment. Maintenant, avec ce qui se passe du côté du Niger, est-ce que cela peut prospérer? Est-ce que cela peut avoir des lendemains assez meilleurs? Je dirais, il revient aux Nigériens de, disons,
de travailler main dans la main. Donc, la lutte contre la corruption, la lutte contre la corruption n'est pas une affaire simplement des premières autorités, mais c'est une affaire de toutes les populations à la base. Donc, on ne peut jamais, sous quel prétexte que ce soit, encourager, ce phénomène de la corruption. Et c'est vrai, on peut reprocher beaucoup de choses aux dirigeants nigériens, mais le fait d'avoir cette volonté, on peut leur accorder le bénéfice du doute, mais il faut qu'ils aillent au bout de leur logique. Dans l'affaire du ministère de la Défense, il faudrait que les responsabilités soient vite situées, même si les gens restituent les fonds, volés, mais il faut les sanctionner pour décourager d'autres actions à l'avenir. Quand on sait que les djihadistes sont en train de frapper, on assiste à ce genre de choses. Est-ce que des vannes ne vont pas être ouvertes pour qu'il y ait encore beaucoup plus de massacres en vies humaines? Non, mais en organisant les manifestations, oui. Non, mais ce n'est pas parce qu'il y a des espaces de djihadistes qu'on ne peut pas encourager la libre manifestation d'idées ou bien de désapprobation. Mais il va falloir que les autorités nigériennes essaient de canaliser cela comme l'image de l'eau de ruissellement qu'on peut canaliser. Ambroise. Oui, je crois que c'est la meilleure des choses aujourd'hui, c'est de ne pas empêcher les gens de manifester leur colère, de laisser les gens s'exprimer face à une situation qui les choque, une situation qui les désoblige à sortir de leur gond. Et je l'ai dit tantôt, qu'on ne peut pas empêcher une population d'exprimer son desiderata. Et je crois que la population aussi doit veiller à ce que les biens publics soient sauvegardés. Parce que ça, c'est le contre de ce que vous voulez avoir. Vous manifestez pacifiquement, démontrer déjà que vous êtes en nombre, parce que c'est ce qui compte le plus. Quand la police donne ces chiffres, la société civile va donner son chiffre. Et souvent, très souvent, c'est celle donnée par la société civile que beaucoup d'observateurs prennent en compte. Et puisqu'il y a des critères de personne ne sait compter un jusqu'à 100 000, c'est ce qui est arrivé, on estime souvent. Donc aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est de savoir par quelle méthode les gens ont détourné ces fonds-là. Les fonds alloués pour l'achat, puisque l'armée, on entoure d'omerta la question de l'armée. Donc les gens profitent, comme c'est la grande muette, les gens profitent pour faire ce qu'ils veulent. Ils ne ventilent pas les informations dans la presse. Aujourd'hui, la presse a relayé ça. Et moi, j'attends même une information venant de notre armée, comme quoi il y a eu des dilapidations de fonds. Je serai le premier à sortir ça. Ils ne me feront rien. Ils ne feront rien. Parce que je dis, ce qui est bon pour un peuple, c'est bon pour l'armée aussi. Surtout quand cette armée est républicaine. Tu vois? Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire bien pour qu'on applaudisse. Mais quand on fait mal, nous les journalistes, on est là pour sortir ça. Même du trou, on va sortir ça. C'est ça. Que ça ne tombe pas dans la main d'Ambroise. Je vais sortir ça. Un mot avant de marquer la pause. Non, mais moi, ce qu'il faut dire, c'est vrai, en tant que professionnels des médias, nous faisons notre rôle, mais nous prenons également nos camps, et c'est ce qui s'exprime par les recoupements d'informations, parce que ce n'est pas tout. Ce qui tombe dans nos mains que nous publions, nous prenons soin de vérifier cela. Parce que lorsque vous allez au recoupement, vous allez vous assurer de l'information et également de la véracité des faits. Donc, si les faits sont vraiment établis, si vous avez les preuves, pourquoi ne pas aller? Et dans le cas d'espèce de ce pays nigérien, donc il faut encourager toutes les entités à lutter véritablement contre la corruption. Ambroise, peut-être un dernier mot pour la grande pause. Bon, un dernier mot, c'est juste à travers ce qui s'est produit au Niger, dire que nos autorités doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas forcément ce genre de détournement de fonds. C'est vrai que ce n'est pas encore totalement avéré. Les enquêtes viendront prouver. Mais je dis que c'est une occasion quand même qui permet à tout le monde de savoir que quand on parle de grandes miettes, il y a aussi des sales besognes qui se produisent souvent. Et il appartient aux autorités. Ici, nous avons une armée très fermée. Chez qui vous allez même aller vérifier. Quand mon ami parle de vérifier l'information, c'est vrai qu'il faut vérifier l'information. Ils vous diront carrément non. Chez qui vous allez vérifier ça? Vous pouvez beau avoir, chez nous, vous pouvez beau avoir
la vraie même l'information, et que vous jugez, vous avez déjà fait des recoupements à l'endroit de certaines personnes qui peut-être ont même vendu, ou chez qui les intermédiaires sont passés. Mais quand vous allez demander chez nous ici, connaissant notre régime, vous serez surpris quand vous dites, monsieur, accordez ça. C'est pourquoi moi je dis, j'attends une information pareille qui tombe dans ma main. Merci beaucoup. Et que je crois que c'est la vraie. Vivement qu'il ait cette information. Oui, mais je vais vérifier aussi, je vais appeler pour vérifier. Tout ce qu'ils me rend, tout ce qu'ils vont dire, je vais vomir ça dans le...